On va vous présenter quelqu'un qui, je crois savoir, a énormément le trac. Et Mais c'est curieux parce que ce matin, je parlais d'amitié, de lien et d'amitié. Et avec la personne qui va arriver, que je ne cite pas encore, c'est assez curieux comment nous nous sommes rencontrés. En fait, quand nous avons... Donc j'ai une amie qui est attachée de presse et je lui ai, comme ça, qui travaille pour des maisons d'édition. Et puis je lui avais parlé du dernier ouvrage de Bruno. Je lui ai dit, tiens, ça ne te plairait pas de lire le manuscrit. Elle l'a lu et puis finalement elle a dit, ouais, c'est super chouette, on pourrait le proposer aux éditions Le Duc. Donc elle nous a présenté à la responsable éditoriale des éditions Le Duc, à qui nous avons parlé de Planète Altruiste, et qui nous a dit « Wow, c'est génial, mais je connais plein de copines qui sont dans ce milieu-là, qui adoreraient. » Et elle nous a présenté Célia. Et Célia nous dit « Oh, c'est chouette aussi ce que vous faites. Oh, mais je connais quelqu'un qui est super chouette aussi, qui pourrait convenir, en fait, qui correspond à vos valeurs. » Et elle m'a parlé de Patricia, que nous allons donc accueillir. Patricia Arnoux. Qui est donc directrice de l'association Évidence. C'est une association coup de cœur aujourd'hui pour Planète Altruiste, parce qu'on va faire le lien, nous avons parlé beaucoup des animaux ce matin, et là on va faire le lien entre les animaux et les êtres humains, parce que Patricia fait de la médiation animale, et ce qui est touchant, c'est que ce sont des animaux blessés. Yolène en a parlé tout à l'heure dans son interview. Ce sont des animaux blessés mis en lien avec des êtres humains blessés, et comment tous les deux, des espèces vivantes, ensemble, peuvent se remettre en paix et en amitié et en amour avec soi et avec une espèce différente aussi. Exact. Merci pour la synthèse. Et je tenais vraiment à vous remercier tous les deux, parce que j'ai entendu, tout est allé crescendo et j'ai le même ressenti. J'étais très émue ce matin, par tout ce qui s'est passé. Et j'y suis à la fois très perméable, et du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi en faire. Et on peut tomber dans du pessimiste absolu, mais aussi je garde espoir parce que j'ai toujours cru en l'humain et en l'humanité, et en tout cas la part d'humanité qui peut rester en chacun. C'est peut-être pour ça que ça m'a amenée derrière les barreaux et que j'y suis toujours depuis une dizaine d'années, mais cet espoir de transformation des regards en chacun et de chemin vers la résilience, j'y crois énormément. Donc je vais essayer de vous amener dans mon parcours. Alors, je ne sais pas si... Alors... Super. Voilà, merci. Donc, je m'appelle Patricia Arnoux, je suis directrice de l'association Évidence. Et effectivement, je pratique la médiation animale depuis maintenant une vingtaine d'années, donc avec des populations... très fragilisées, qui vont de la petite enfance aux soins palliatifs en passant par le handicap, et plus particulièrement depuis 11 ans exactement, en milieu pénitentiaire. Donc là, vous voyez mon fidèle acolyte qui a démarré avec moi et qui a foulé ses pattes le premier, en fait, dans un établissement pénitentiaire en France il y a 10 ans. Donc j'aimerais vous faire une petite visite guidée, si vous le permettez, dans un lieu très sympathique qui ressemble à ça, des aspects très accueillants. Donc la maison d'arrêt de Strasbourg, où les guides vont être particuliers parce que ce sont mes collègues de travail qui ont la spécificité d'être des partenaires animaux. Donc des chiens, des chats, des lapins, mais aussi des petites souris, des chinchillas, des oiseaux. Vous en verrez certains sur les photos. Et donc, ils vont vous emmener à la rencontre de personnes qui sont incarcérées. Alors, à la maison d'arrêt de Strasbourg, mais aujourd'hui aussi, on intervient dans plusieurs établissements en France. Donc, à la rencontre de personnes qui sont détenues et que je ne veux ni juger, ni excuser d'ailleurs, mais qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'elles gardent une part d'humanité en elles et que les animaux sont là pour catalyser et mettre en lumière cette part d'humanité. Alors, oups, j'ai fait une petite... Je suis allée trop vite, excusez-moi, c'est par là.
Donc, juste pour revenir sur la photo, imaginez-vous justement un chien qui passe dans des coursives comme ça. C'est des lieux qui sont pour la plupart totalement déshumanisés. Et quand un petit chien comme ça, tout poilu, arrive, ça crée beaucoup de réactions. Pour la plupart des réactions positives. Mais il y a des personnes qui viennent, qui demandent s'ils peuvent le toucher, s'ils peuvent le caresser, qui s'agenouillent, voire qui pleurent. Il y a beaucoup d'émotions qui se passent parce que pour beaucoup me disent ça fait des mois, des semaines que j'ai pas vu de chien et ça touche le cœur. Donc la médiation animale, c'est vrai que c'est une pratique qui bénéficie en fait de l'authenticité, de la spontanéité des animaux qui nous accompagnent. C'est des vrais facilitateurs. Je dirais qu'ils vont créer du lien social. Il y a des liens qui se créeraient, j'imagine, avec nous, mais qui mettraient beaucoup plus de temps. L'animal va vraiment faciliter ce lien. Quand je me balade, moi, toute seule, j'ai moins de sollicitations que si je suis accompagnée ou si je suis au bout de la laisse de mon chien. On va m'interpeller beaucoup plus facilement. Et souvent, pour ces personnes, le face-à-face, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, avoir une tierce personne, un tiers dans la relation, c'est très important. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui s'isolent. On en parlera un peu plus tout à l'heure, mais ils vont vraiment être là. C'est vraiment une aide précieuse. Alors, je tiens à dire qu'on ne fait pas de miracle non plus. On n'a pas de baguette magique. Je n'ai pas la prétention, de remettre tout le monde sur le droit chemin ou de faire bouger toutes les lignes. Mais on a des moments magiques et des choses qui se passent et des vraies transformations et un vrai parcours vers cette résilience. Alors, la médiation animale, qu'est-ce que c'est finalement? Parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Effectivement, on peut parler de zoothérapie, d'activités associées par l'animal. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de l'action plus spécifiquement sur Strasbourg. Donc aujourd'hui, au bout de 10 ans, nous sommes à 35 heures d'intervention par semaine, ce qui est énorme. On fait partie intégrante, j'allais dire, de l'organisation, à savoir que les autres activités, souvent, c'est 2 heures par semaine, donc imaginez-vous l'amplitude. Donc j'ai commencé il y a 10 ans au quartier des mineurs. On est rentré par la porte, si je puis dire, la prévention du suicide, parce qu'il y avait eu 2 suicides de mineurs, un à Metz et un à Strasbourg, avec un climat très tendu, et ils cherchaient un moyen d'apaisement. Donc ils comptaient sur la présence de l'animal pour apaiser, je dirais, autant dans le quartier des mineurs, mais autant au niveau des surveillants. Et c'est vrai qu'on se demandait un peu comment on allait faire, parce qu'on n'avait pas forcément aussi le contact avec les surveillants directs. On intervenait au quartier mineur particulièrement. Et finalement, il y a eu un deuxième effet qui se coule qui est venu assez vite. Donc il y avait un impact chez les jeunes. On voyait qu'il y avait, pendant la séance, ils respectaient l'autre. Ils pouvaient se parler. Il y avait un respect des codes finalement. Et en même temps, ça créait aussi un changement de relation entre le surveillant et le jeune. Donc, il reprenait finalement un visage humain, parce qu'on allait discuter de quoi ? Moi, j'ai aussi un chien à la maison, ah bon, c'est quelle race, etc. Et donc, ça pouvait vraiment changer les regards et changer de relation. Donc, petit à petit, on est passé de 2 heures d'intervention par semaine, puis à 4, on intervenait au quartier des femmes, quartier psychiatrique, puis finalement dans toute la détention. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui a vraiment évolué et qui a poursuivi son chemin. Donc effectivement, dans ces 35 heures de présence, on peut accompagner la personne à partir de sa mise sous écrou, finalement, au quartier arrivant jusqu'à sa sortie. Alors sa sortie, soit libération, soit transfert. Parce qu'une maison d'arrêt, il faut savoir que tout le monde arrive ici en attente de condamnation. Donc autant un multirécidiviste ou quelqu'un qui prendra une lourde peine que quelqu'un qui aura quelques mois mais ou quelques années qui partira dans un établissement autre, centre de détention ou maison centrale. Mais tout le monde arrive ici. Donc l'accompagnement que l'on propose sur toute la détention finalement, c'est d'abord un accompagnement de groupe. Donc on voit les personnes en général par 5-6 et on se voit une fréquence d'1 fois par semaine. Donc qu'est-ce qui se passe pendant ce groupe ? C'est-à-dire qu'on va vraiment se servir de la spontanéité de l'animal et de
qu'est-ce qui se passe devant nos yeux finalement. Donc on a en général 3 partenaires, donc ça peut être le chien, la souris, le lapin ou l'oiseau. Et on va vraiment observer comment ils rentrent en relation, qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette relation. Est-ce que le chien fait marche arrière quand la personne vient, ou inversement, qu'est-ce qui fonctionne? Et on va le décrypter avec la personne pour pouvoir aussi le retransmettre à ses pairs. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des supports et des passerelles se créer pour que les personnes trouvent des solutions à leurs propres problématiques. En expliquant par exemple les principes fondamentaux, les besoins fondamentaux par exemple de la tourterelle, qui sont différents de celles du chat ou du chien, on va vraiment expliquer comment ça fonctionne, de quoi il a besoin, de quoi la tourterelle ou le chinchilla a besoin pour se laver, comment il se nourrit, etc. Et en fait, on arrive très vite à des questionnements qui arrivent à leurs propres problèmes. Tout ça parce que l'animal, évidemment, est vivant et pourvu d'émotions, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Et les liens se font de manière très naturelle. Donc je dirais toujours que les séances, quand on arrive comme ça, quand on rentre dans la pièce, on a plutôt l'impression que on est autour d'une table, une terrasse de café. C'est assez le plus naturel possible et c'est ce que l'animal permet. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un lien de confiance et à nous, derrière, d'enclencher un travail sur soi. Donc ça, c'est la première phase. Donc c'est une séance qui peut être très ludique. Il y a des jeux, les personnes peuvent jouer avec les animaux dans la mesure où ils acceptent. Il peut avoir un contact physique. Donc le contact, il manque énormément dans ces lieux-là. On ne peut pas toucher l'autre. Donc l'animal peut permettre ça aussi. Après, on offre aussi un accompagnement plus personnalisé. Donc c'est un accompagnement, comme son nom l'indique, individuel, avec une démarche où les personnes n'ont pour la plupart pas l'habitude d'avoir une écoute active comme ça et un accompagnement beaucoup plus sur mesure, on va dire. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans la préparation, que ce soit la préparation à la sortie, mais souvent on nous appelle aussi, c'est des problèmes de comportement, de violence en détention ou de personnes qui sont arrivées pour faits de violence. Des personnes qui s'isolent, le prévenir, le suicide aussi, comme je vous ai dit. Il y a quand même beaucoup de difficultés. Quand on arrive, pour certains, ce qui s'appelle le choc carcéral, quand on arrive dans ces lieux, ça peut être vraiment très surprenant. Donc ça, on propose aussi en accompagnement individuel. Et les photos que vous avez vues tout à l'heure, il y a 3 locaux sur place. Alors, comme Nathalie vous a dit, l'idée, c'était que ce soit vraiment une relation gagnante des deux côtés. Il était hors de question pour moi de travailler sur le mieux-être de l'humain ou avec l'humain qui est en face de moi, si c'est au détriment de l'animal. Donc ça, c'était hors de question. Il fallait trouver une possibilité pour que ce soit gagnant des deux côtés. Donc on a pris cette décision de pouvoir avoir la chance d'adopter certains animaux qui viennent de refuges ou de particuliers et qui ont aussi une histoire très particulière parce que maltraités ou blessés à l'extérieur ou abandonnés. Et donc l'humain va avoir sa part aussi de travail et de responsabilité vis-à-vis de l'animal. Et l'animal amène aussi ce qu'il doit amener. Donc comment, finalement, dans ces lieux, comment on peut se reconstruire ensemble et comment on peut avancer. Donc, en voulant travailler sur la responsabilisation, on s'est dit comment faire. Alors, c'est une photo qui date un peu parce que là, on a changé un peu la confection. Il n'y a plus de cage telle quelle. Ils ont une semi-liberté, on va dire. Ils sont au sol avec des grands parcs, on peut les sortir. Et puis nous sommes 3 sur le terrain. Pareil, ils ont des autorisations de sortie le week-end où évidemment ils voient aussi l'extérieur. Donc le troisième travail qu'on propose, c'est des détenus qui deviennent référents. C'est-à-dire ils vont s'occuper d'un animal en particulier et ils vont s'en occuper tous les jours. Mais la responsabilisation, c'est de demander déjà à sortir de la cellule parce qu'en maison d'arrêt on n'a pas les clés de sa cellule, il faut mettre un voyant donc dans un créneau précis pour pouvoir sortir et aller s'occuper de son animal. Donc sous-entendu, si j'y vais pas, je suis responsable d'une vie, je suis responsable de ma souris ou de mon cochon d'Inde. Donc il y a vraiment cette responsabilité qu'on leur donne de venir s'occuper de son animal.
Et j'allais dire, c'est pas juste laver les cages ou laver la pièce, etc. C'est vraiment de créer un lien avec lui. Et il y a des liens très très forts qui se créent, je vous raconterai tout à l'heure. Donc il y a deux locaux chez les hommes et un chez les femmes. Et actuellement, il y a une trentaine de petits animaux qui sont sur place. Alors ce ne sont pas des chiens ni des chats qui ne se prêteraient pas aux conditions de la détention. C'est essentiellement comme je vous ai dit, des cochons d'Inde, des lapins, des oiseaux, vous en verrez. Donc encore une fois, voilà, l'animal va faciliter ce lien, ce dialogue et ce lien de confiance qui se construit. Alors souvent, les référents, quand ils viennent s'occuper de leur animal, souvent me demandent comment ils choisissent leur animal. Et la plupart du temps, ce n'est pas en fonction de l'espèce, c'est en fonction de leur histoire. Donc, ils vont vraiment s'accorder et se trouver en fonction de l'histoire de chacun, finalement, pour amener les outils à l'autre. Je vous présente Pistache, c'est mon chat chaman. Lui, il est un vrai médiateur, il est extraordinaire quand il est avec moi dans ces lieux. Alors, effectivement, on a voulu travailler sur ce symbole, parce que ce sont des détenus pour la plupart qui sont jugés pour faits de violence avérés et graves pour la plupart du temps, qui ont fait du mal à autrui et qui doivent s'occuper ici de victimes. Donc il y a tout ce travail qui est fait derrière, et le travail premier aussi, c'est retravailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, que pour beaucoup non plus du tout. Et pour moi, c'est les fondations pour aller plus loin et encore une fois vers les chemins de la résilience. Et pour une des multiples histoires en 10 ans, je vous présente Tequila. Alors, il a été baptisé là-bas. Donc, c'est un chinchilla qui avait 5 ans quand on l'a recueilli. Il est arrivé dans un état assez pitoyable. Pour ceux qui connaissent les chinchillas, ils sont très précautionneux de leur pelage et de leur hygiène. Ils passent leur journée, ils vivent dans la cordillère des Andes, normalement dans un endroit rocheux où ils se baignent dans des bains de sable pour se déparasiter, pour vraiment avoir un pelage magnifique. Et c'était la première fois que je voyais un chinchilla mais rempli de nœuds. Il ne savait même pas ce que c'était un bain de sable, donc il avait été récupéré chez un particulier. Et il était prostré en permanence, très peureux, donc il pouvait être agressif. Et cette femme venait d'être incarcérée pour une histoire aussi très compliquée. Elle avait fait déjà 2 tentatives de suicide, elle était là depuis vraiment très peu. Et les deux ont eu vraiment le coup de foudre, si je puis dire. Et pour le coup, elle est restée 3 ans. Ils sont restés 3 ans ensemble. Et elle disait toujours, pour elle, la médiation animale, quand elle arrivait en détention, elle avait les 2 genoux à terre. Et la médiation animale, c'est comme une rampe qu'on aurait accrochée au mur, pour laquelle elle a pu se relever, s'accrocher à cette barre et remarcher. Et ça a été vraiment très très fort pour elle. Alors c'est un programme qui a été plusieurs fois reconnu. Je vous en parle non pas pour les prix en eux-mêmes, mais le ministère de la Justice commence à s'en occuper. Et effectivement, les demandes, aujourd'hui, au bout de 10 ans, on voit les changements, car ce sont maintenant les établissements pénitentiaires qui nous demandent de mettre en place l'action, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc on a ces 10 ans de recul. C'est très compliqué comme disait l'ancien directeur de la prison, de mesurer ce qu'on a pu éviter. Donc c'est vrai que toutes les statistiques, et quand on travaille en relation avec des humains, c'est compliqué. Encore une fois, on ne fait pas de miracle, mais les retours qualitatifs, il y a eu de très belles choses, des personnes qui ont vraiment repris le chemin. Et du coup, on a essayé aussi de le partager par des photos où je souligne qui sont vraiment très belles. C'est une amie à moi qui n'est pas photographe à la base, mais qui est passionnée et qui m'a suivie une semaine et qui avait le gros défi de mettre en évidence, de faire passer de l'émotion sans montrer de visage, mais d'écrire aussi cette relation qui pouvait exister entre l'homme et l'animal. Alors, on parlait d'altruisme tout à l'heure chez les animaux et d'acceptation de la différence. Alors, je pense que vous l'avez vu, il y a la petite gerbille au-dessus du... Oui, on ne la voit pas forcément. Donc Vanny a passé souvent son temps sur le dos de mon chien, Sonny. Et je leur expliquais toujours, on pouvait avoir dans la pièce des prédateurs, des proies. Donc on avait un furet
avec des lapins, des cochons d'Inde, et personne ne mangeait personne. On travaillait beaucoup sur le respect justement de la différence et de tout ce que ça pouvait émaner. Il faut savoir aussi que dans les groupes, ce qui peut être très surprenant, c'est qu'on oublie la différence de l'autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir différentes communautés dans un même groupe, des jeunes, des moins jeunes, et finalement on se retrouve tous autour de l'animal un instant en oubliant ces différences. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve très souvent, et l'animal va vraiment permettre ça aussi. On a regroupé, oui, dans ce livre, Des animaux pour rester des hommes. Pour moi, c'était une volonté de partager aussi ces histoires de mon chien qui a fait ce partage avec moi, ces rencontres avec moi, et aussi tous ces témoignages de personnes détenues, mais aussi de la direction ou du personnel autour qui pouvaient aussi témoigner de ce qui pouvait se passer. Et l'ancienne directrice disait que c'est au passage des animaux, effectivement, les tensions s'apaisaient, les personnes se rencontrer, ce qui n'était pas forcément toujours faisable. Les animaux permettent aussi de libérer la parole. Ils sont facilitateurs en tout cas. Comme on a accès vraiment, on peut aborder tous les sujets grâce à eux. Donc on peut parler autant d'éducation, de sexualité, de violence, sans être forcément dans le frontal, comme on dit. Et donc on peut vraiment travailler sur des choses très subtiles. Et surtout, encore une fois, travailler la confiance en soi. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de choses qui résonnent évidemment dans ce qui a été dit. D'abord, se respecter soi pour pouvoir respecter les autres. C'est très important. Les changements, on le commence à l'intérieur, mais il faut qu'ils puissent aussi venir de l'extérieur. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, je vous présente Chips. C'était la souris de mon fils. Et c'était extraordinaire dans les mains de cet homme, que je ne vous dirai pas ce qu'il a fait. Il y avait un respect vraiment extraordinaire, et puis il en prenait un soin, et il le présentait aussi aux autres personnes. C'était vraiment son protégé, il ne fallait pas y toucher. Alors, encore une fois, il y a des termes qui reviennent, mais les animaux vont vraiment participer à cette humanité, à remettre de l'humanité dans ces lieux, mais aussi à mettre en lumière cette part d'humanité chez chacun. Surtout dans des milieux fermés comme ça. Alors on parle de la prison aujourd'hui, mais il y a évidemment d'autres unités fermées dans les hôpitaux, dans d'autres établissements. On parle des barreaux, mais il y a d'autres unités fermées dans lesquelles on intervient également. Donc l'animal va vraiment provoquer des réactions dans le système même. Donc là, je vous présente Danette, c'était la doyenne des cochons d'Inde. Elle a vécu presque 7 ans, et ça se passe dans le local des femmes. Et elles passaient, elles aimaient beaucoup la mettre là, et Danette regardait, donc il y a de l'herbe juste en dessous, et en face, il y a le greffe. Et donc, les surveillants du greffe, souvent, on les voyait à la fenêtre en face juste pour aller dire bonjour à Danette. Et il y avait un espèce de lien qui se créait même entre le personnel et les femmes. Donc, je vous disais, oui, l'animal va vraiment modifier. Il peut permettre de sortir de ce cercle, en tout cas rentrer dans un cercle vertueux, sortir du cercle vicieux, et impacter tout le monde. Alors j'aime parler d'animal systémique. Alors encore une fois, Pistache. Alors c'est un chat qui vient avec moi depuis tout petit. Alors quand il voit la boîte de transport, il se met dedans, il attend, il sait où il va quand on y va. Et il cherche vraiment le contact avec les humains. Donc souvent les chats, pour ceux qui en ont, ils vont d'abord faire souvent le tour du territoire, le tour de la pièce, ils vont inspecter. Lui, non. Il va d'abord faire le tour des personnes, il va aller voir sur chaque genou où c'est le plus confortable. Et il est vraiment extraordinaire dans sa démarche. Les lieux, il les connaît. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, effectivement. Je vous ai projeté quelques témoignages, mais il y en a beaucoup. C'est ce qui revient le plus. Vous m'avez appris le respect des êtres vivants. Il y a une des personnes dans un groupe, je ne sais plus, ça faisait 5-6 séances, qui m'a dit « Il faut que je vous avoue quelque chose, madame. Quand j'étais plus jeune, j'en ai maltraité beaucoup
des animaux, des chats, des chiens, etc. Et a dit aujourd'hui, avec tout ce que vous nous avez appris et connaissance Sony qui était mon golden, il a dit pour moi c'est impensable, plus jamais. Donc c'est quelqu'un qui a eu des prises de conscience aussi, on peut passer par là. C'est des petites graines qu'on peut semer. C'est peut-être une personne parmi tant d'autres, mais ça peut être aussi notre action au quotidien. Donc vanille et chocolat, on ne les a pas cherchés très loin, les noms. Je suis souvent aidée, soit des personnes, soit de mes enfants. Donc voilà, au quartier des femmes. Ok. Pareil, cette rencontre avec les animaux, effectivement, permet un moment d'évasion aussi dans ces lieux, d'évasion au niveau de la pensée, mais aussi c'est comme une bulle pour eux qui permet de se retrouver un moment, de se poser. Une personne m'a dit, ici je peux poser enfin mon armure, je peux être moi-même. On parlait des règles, des lois de la jungle. Alors effectivement, là-bas, en promenade, par exemple, c'est pas forcément tout rose, et on peut pas, le côté sensible, on n'a pas trop le droit de le montrer dans ces lieux-là. Donc on est obligé de jouer un rôle. Souvent, on porte un masque et un déguisement. Et ces moments-là, c'est souvent ce qu'on remarque. On peut être soi-même. Il n'y a pas de jugement. L'animal est dans l'authenticité et dans le non-jugement. Et à nous d'être cette continuité, évidemment, d'avoir le même comportement et la même attitude. J'allais dire, de toute façon, si vous ne l'avez pas, si vous n'êtes pas authentique, en général, vous ne faites pas long feu. Encore Chips, qui adorait grignoter les perles des colliers. Donc encore une fois, avec les animaux, on se sent plus humain. Tout ça aussi, je pense, par le non-jugement. Quand on arrive, quand on est écroué, on perd son identité. Souvent, on devient un numéro d'écrou. Et c'est très compliqué de se reconstruire. Donc l'animal n'a pas ce regard-là. Il rentre sans se poser de questions en relation avec l'humain qu'il a en face de lui. J'aime beaucoup cette photo aussi. Sony venait vraiment chercher le contact et permettait aussi des fois à certains de se poser. D'une semaine à l'autre ou dans la journée, il peut se passer plein de choses. Les personnes arrivent souvent avec ce qui se passe en détention, ce qu'elles ont passé, qu'est-ce qui s'est passé dans leurs cellules. Il faut savoir qu'ils sont à 2, voire plus en cellule, 2 dans une cellule de 9 mètres carrés. Donc on n'a plus d'intimité, on n'a plus d'identité. Et ils viennent souvent avec beaucoup de colère, beaucoup d'émotions. Et souvent, les animaux permettent cet apaisement, si ce n'est qu'un petit moment, et de se poser. Donc, je vous ai parlé d'animal systémique tout à l'heure et de vision. Effectivement, on ne cherche pas à modifier la réalité, mais juste à changer les regards. Et il va permettre effectivement de changer la vision de l'humain sur lui-même très souvent, et sur l'animal. Donc c'est aussi les petites graines et c'est ce qui peut faire boule de neige. Il y a des personnes très souvent, comme je vous ai dit, qui s'isolent et l'animal va permettre en toute impunité, je dirais, il va accueillir ça. Il va accueillir ses émotions, les langues se délient. Et on peut on peut travailler avec la personne beaucoup plus facilement sur les actes qui l'ont amené ici. On peut travailler plus en profondeur. Alors ce monsieur était un détenu dit référent qui s'occupait de Pollux en dessous. Et c'était un ancien chef cuisinier. Et quand il arrivait vous le verrez, je crois d'ailleurs dans le petit film tout à l'heure, quand il arrivait, il avait préparé toujours le repas de Pollux, mais il l'emmenait dans une feuille de salade dans laquelle il avait coupé les carottes et tous les autres légumes. Et c'était juste magnifique. Il faisait ça vraiment avec beaucoup d'amour. Alors, certains détenus vraiment créent effectivement une relation, une connexion très particulière
avec ces animaux. C'est une relation qui peut être très forte. Et je dirais les animaux le font instinctivement. Ils vont, je dirais, s'accrocher directement. C'est une communication d'âme à âme, de cœur à cœur. Et quand on disait tout à l'heure, on a beaucoup à apprendre, beaucoup à observer. Quand on est la continuité de la laisse, ça permet de rentrer en empathie avec la personne, parce que l'animal y est automatiquement. Et c'est ce qui le différencie aussi de la sympathie, et c'est l'équilibre fragile qu'on essaye de trouver en permanence. C'est-à-dire, il faut assez rentrer en relation pour pouvoir la construire, mais pas trop pour pas s'y engouffrer non plus. Et donc, c'est un équilibre fragile qu'on cherche en permanence. Et donc, souvent, il y a des tests dans la relation. À un moment donné, on aurait accès au dossier pénal, mais on n'y va pas, sauf si la personne est vraiment médiatisée. Quand vous l'avez en face de vous, ben, vous savez qui c'est. Vous n'avez pas le choix. Mais sinon, c'est un choix personnel de ne pas mettre le nez dans les dossiers. Et à partir, très souvent, on va dire, la personne vous le dépose sur la table. Donc un matin, elle dit, voilà ce que j'ai fait. Bon, maintenant que vous savez que je suis un monstre, est-ce qu'on se voit encore la semaine prochaine ? Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un test dans la relation, dans la construction de la relation authentique. Et encore une fois, voilà, l'animal permet ça. Alors ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. On croit, enfin en tout cas pour moi, je crois beaucoup en cette part de lumière qu'on essaye de mettre en évidence et qui permet de se raccrocher à cette part d'humanité. Ce monsieur disait, j'ai appris avec les animaux que je pouvais être gentil, que je pouvais travailler sur moi. Ça a été une vraie prise de conscience pour le coup. Je crois que je l'ai marqué. Oui, je ne savais pas que je pouvais être doux, gentil, que je pouvais travailler sur moi-même. Et il a fait un vrai travail sur lui-même, sur le chemin de la résilience. Et c'est quelqu'un qui s'est vraiment métamorphosé. On travaille aussi avec des oiseaux. Je vous l'ai dit, mais je ne vous l'ai peut-être pas assez dit. Tous les animaux avec lesquels on travaille, on leur demande d'une certaine façon, alors tu en as parlé ce matin, de la communication animale, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on est tous dans l'intention de se former à cette belle pratique, parce que pour moi, elle va faire changer les regards sur l'animal, et du coup, changer tout le système. Et donc pour nous, on utilise encore aussi nos outils de comportementaliste et de savoir s'il est OK, l'animal, pour remplir la mission qu'on lui donne, parce que, encore une fois, ça ne doit pas se passer au détriment, ça ne doit pas être une contrainte. Et on a la responsabilité de savoir s'il est bien OK ou pas. Mais l'oiseau en particulier va évoquer plein de choses, il est déjà symbole de liberté, et c'est vrai qu'il a beaucoup d'impact. Alors on a quelques tourterelles. Là aussi, on travaille beaucoup sur, aussi même physiquement, sur la concentration, le respect de soi, parce qu'ils peuvent tous voler évidemment. Donc ils sont vraiment aussi dans cette attention. Alors pour bientôt conclure, c'est vrai qu'on a parlé d'animal relationnel, systémique. Est-ce qu'il peut être une ouverture spirituelle ? Alors, je ne fais qu'enfoncer le clou, mais on en a beaucoup parlé, mais effectivement pour moi, l'animal peut vraiment aider à réveiller les consciences, mais nous pouvons tous le faire de manière générale et raviver cette connexion. Pour moi, il y a vraiment à se déconnecter de certains appareils et de se reconnecter à l'essentiel et au sein du vivant, au vivant, pardon. Et encore une fois, évidemment, nous faisons partie de ce tout. Et comme vous disiez tout à l'heure, l'impact, savoir donner pour savoir recevoir, et ce que l'on peut amener au quotidien. Moi, je sais pourquoi je me lève tous les matins, parce que j'ai énormément de retours, beaucoup plus aussi de retours qu'on puisse en donner. Et je sais que il ne faut pas essayer de le rationaliser, comme le disait tout à l'heure, parce que sinon on abandonnerait vite. Mais si on peut semer des petites graines dans le quotidien,
voilà, par l'empathie, la bienveillance et la cohérence. Je pense que voilà, on a encore beaucoup d'espoir et on a encore des choses à faire, j'en suis sûre. Et je voulais du coup remercier les animaux pour participer à notre humanité, parce que c'est pour moi la nature qui va nous sauver. Alors si vous avez encore 3 minutes, il y a le petit film qui va vous emmener dans ces murs. Merci de votre attention. Comme chaque semaine, Patricia Arnoux et ses chiens se rendent à la maison d'arrêt de Strasbourg. Ces 2 Golden Retrievers sont autorisés à traverser ces couloirs car ils sont ici pour travailler. Patricia est intervenante en médiation animale. Sa mission aujourd'hui, redonner confiance aux détenus avec l'aide de ses 2 collaborateurs. Ces détenus accueillent Sunny, 5 ans, et Evie, 4 mois, pour une séance de travail par la médiation animale. Comment ça va aujourd'hui ? Patricia a importé cette discipline en France après s'être formée au Québec. Les exercices ludiques servent à créer une relation de connivence entre le détenu et l'animal. Si vous prenez ce côté de la brosse, le plus doux, elle va savoir que c'est un moment que vous appréciez, que vous êtes bien au moment présent. Et ça, c'est un code qu'on a passé entre nous tous. Et les chiens sont capables de capter ça sans les mots. Et les mots ne manquent pas pour évoquer les bienfaits de ces séances. On s'attache vachement aux animaux. Donc tous les jeudis, on se pose la question, est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir? Et c'est bien parce qu'on apprend beaucoup de choses et ils apprennent beaucoup de choses. Ça m'a amené du bien. Mais bon, quand ils partent, ça fait un peu mal. C'est difficile, ouais. C'est difficile un peu. Des fois, j'aimerais bien sortir avec. L'expérience commence il y a moins de 18 mois dans le quartier des mineurs, puis chez les femmes, et se généralise peu à peu. Pour la direction de l'établissement, les interventions de Patricia sont devenues essentielles. Il nous paraissait important d'essayer de rétablir cette relation avec l'extérieur. Or, l'animal fait partie de la vie. Réintroduire l'animal dans la prison, c'était aussi redonner de la vie et du sens à la vie. Mais il faut savoir aussi que ce projet s'est inscrit dans le cadre de la prévention du suicide. Lorsque les gens sont incarcérés, ils vont souvent très mal, il y a beaucoup de souffrance, il y a du mal-être. Et donc on a demandé à Patricia Arnoux d'intervenir dans ce cadre-là, pour apporter du mieux-être, de l'apaisement en fait aux personnes qui étaient enfermées. Nicolas, comment ça s'est passé pour vous avec Benji cette semaine? Ça fait penser à merveille. À merveille, super. Ce programme est unique car une partie des animaux vit dans la prison. Tourterelles, chinchillas, rats, hamsters, cochons d'Inde, lapins et furets, chacun est nourri et soigné par son détenu référent. Le fait de s'occuper des animaux, en fait, on se sent un peu comme chez nous, quoi. En fait, on est là, les surveillants ont la clé de notre cellule, et nous, on a la clé de leur cellule. En fait, c'est à peu près le même principe, sauf que c'est nous qui avons leur clé. Dans ce quartier, tous les détenus sont condamnés pour des affaires de mœurs. Grâce aux animaux, certains retrouvent une face cachée de leur personnalité et redécouvrent ainsi leur humanité. J'ai appris que je pouvais être gentil, doux, que je pouvais travailler sur moi avec les animaux afin de changer. Cette année, Patricia a visité 300 détenus, tous volontaires. Les bénéfices de son travail sont ressentis à tous les niveaux. Les personnes incarcérées commencent par respecter l'animal. Elles ont beaucoup de respect pour l'animal qui leur est confié. Elles se respectent entre elles. Et finalement, ce mieux-être se transpose également dans les relations détenus-surveillants. Ça s'est bien passé ? Jocelyne est surveillante dans le quartier des mineurs. Elle côtoie les détenus au quotidien et mesure l'impact du travail de Patricia. Ça permet peut-être aux détenus de voir un petit peu autre chose que l'univers carcéral, de voir des gens en uniforme tout le temps. Les chiens, ils n'ont pas d'uniforme, ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont pas d'a priori. Enfin, c'est des animaux, on y va spontanément vers eux. Patricia, Sunny et Evie ont ouvert la porte à d'autres collègues à 4 pattes. En effet, 3 détenus du quartier des mineurs vont accueillir prochainement un petit animal dans leur cellule. Waouh, c'est une très belle action, vraiment. Et justement, voilà, ça peut éventuellement susciter des vocations, parce que je trouve ça très intéressant, enfin super passionnant même. Et voilà, le lien
avec notre nature, le lien de l'homme à l'animal. C'est concret, c'est du vivant, c'est du respect des uns aux autres. Enfin, moi, j'ai kiffé personnellement. Merci, Patricia. Sans vous tirer au hasard, est-ce que vous avez envie de partager ce que vous avez ressenti en écoutant Patricia et en regardant son reportage? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Bonjour tout le monde, hein. Je suis Georges au téléphone. Alors, j'étais très touché par cette intervention qui m'a poussé à autre chose. On sait qu'en France, il y a 70 000 personnes qui sont incarcérées, dont 3 000 femmes, et la moitié sont des prévenus, ne sont pas jugés. Et donc l'idée que réveille ce reportage, c'est pour moi la nécessité de supprimer la prison. Ça veut dire qu'une action altruiste à laquelle on pourrait s'attacher, c'est de supprimer complètement la prison. Dans 99% des situations, elle est inutile. Donc il y aurait la question de prendre en charge 1% des situations, mais pourquoi imposer un système qui détruit et que nous soutenons? C'est la réflexion qui me vient. Et la deuxième chose, Bruno, c'est, tu parlais du Sacré-Cœur tout à l'heure, dans l'histoire que tu as racontée, ton café long. Le Sacré-Cœur, ça m'est revenu, il a été créé par Thiers pour fêter la victoire sur la Commune de Paris. Donc c'est la victoire des bourgeois sur les soulèvements populaires. C'est la victoire des bourgeois de 1871 sur les gilets jaunes de l'époque. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Merci Georges. Juste une petite précision. Georges et moi, on s'est rencontrés au mois de janvier lors d'un TEDx auquel nous avons participé tous les deux. Merci.